Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion l'est là, on va parler santé et c'est un paradoxe selon le syndicat donc de la Fédération autonome de la fonction publique hospitalière de La Réunion, c'est le CHU qui n'est pas en bonne santé. On va le voir comment et pourquoi. Le CHU, Centre hospitalier universitaire de La Réunion, souffrirait d'un mal chronique, selon la Fédération autonome donc de la fonction publique hospitalière de La Réunion. C'est d'une amputation à grande échelle. Le syndicat appelle cela le démantèlement du CHU. La perfusion de l'État ne serait qu'illusoire. Chronique peut-être d'une mort annoncée du CHU de La Réunion. C'est dans Causement Réunionnais. Alors, on reçoit d'abord celle qui est au chevet du malade. Bonsoir, Catherine Go. Bonsoir, Gismi. Contente de te revoir sur ce plateau. Alors, Isaline Tron, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes donc du syndicat et vous êtes... Secrétaire générale adjointe du syndicat Fédération autonome. D'accord, je vais pas lui savonner la planche, mais bonsoir Alexandre. Bonsoir. Alors, vous êtes donc syndicat, je suppose. C'est bien ça, je suis du syndicat du Sud. D'accord. Et donc, je suis l'adjoint d'Isaline. D'accord. La question, c'est, on a vu tout ce qui s'est passé, en tout cas, ça a été vu, il y a eu beaucoup d'interventions, les politiques se sont mêlés à ce qui s'est passé. Finalement, la première question, ce PRE, ce plan de retour à l'équilibre, c'est vraiment ce que vous dites, un chèque en blanc, pour rien? Alors, la situation du CHU, elle est complexe parce que cet établissement, il était à l'équilibre, tout se passait bien jusqu'il y a à peu près 5 ans. Et 5 ans, il y a un changement de direction. Arrive David Gruson avec son second Lionel Calange, qui est maintenant le directeur général du CHU. Et de cette date jusqu'à maintenant, en 5 ans, on creuse une dette très importante de plus de 100 millions d'euros. Donc c'est quelque chose qui est très original au niveau des établissements français. On sait qu'il y a à peu près la moitié des hôpitaux français, et notamment les CHU, qui vont pas bien, qui ont des dettes. L'autre moitié va bien, ce qui veut dire que c'est possible, hein. Et ces établissements ont creusé des dettes sur des années et des années. Nous, notre originalité, c'est qu'en 5 ans, et d'ailleurs la ministre l'a dit en réponse à une question au gouvernement qu'avait posée, je crois que c'était Erika Barrege, il me semble. Non, c'était pas Erika Barrege à l'époque. C'était un autre député, je me souviens plus. Non, peut-être Erika Barrege finalement. Je reviens sur ce que j'ai dit. Elle a dit oui, c'est vrai, il y a des établissements qui sont en déficit, mais le CHU a été extrêmement soutenu et il y a une chose très particulière pour cet établissement par rapport à tous les autres de France, c'est la rapidité avec laquelle la situation financière s'est dégradée. Et surtout, ce qui est important de comprendre pour les téléspectateurs, c'est que si cette situation financière est dégradée, je pense qu'on reviendra sur les causes, c'est les Réunionnais qui le payent déjà et qui vont le payer, ainsi que les personnels de l'hôpital, parce que nous faisons de la santé public au CHU. C'est-à-dire qu'on soit très riche ou très pauvre, on peut venir se faire soigner. Quand on est très riche et qu'on n'a pas une qualité de soins parfaite à La Réunion, on peut prendre un avion et s'en aller en métropole. On peut aller dans le privé et avoir à payer une certaine somme. Quand on est pauvre, on ne peut aller que dans l'hôpital public. Et c'est aussi pour ça, pour les plus pauvres, pour les petits réunionnais de base, là, pour tout le monde, mais particulièrement pour eux, que notre syndicat se bat. Nous nous battons pour la qualité des soins, pour une direction qui soit intègre, qui soit transparente et qui ne se moque pas ni des personnels de l'hôpital, ni des Réunionnais et des Réunionnaises. Le syndicat ou les syndicalistes, vous êtes d'accord sur cette position, je suppose? Alors, on fait partie du même syndicat. Oui, moi aussi, je suis d'accord, mais je suis syndicaliste. Catherine est porte-parole du syndicat, mais elle fait partie des syndicalistes de syndicats. Ça, j'avais compris. Vous êtes d'accord? Je vais rajouter ma question. Là, le bout de ma question tout de suite, c'est aujourd'hui, quelle est la position du syndicat, non pas par rapport à ce que dit Catherine Go, mais dans votre démarche à vous aujourd'hui? Quelles sont vos propositions ou qu'est-ce que vous dénoncez encore un peu plus, quoi? Alors, pour vous dire, notre syndicat, il dénonce depuis novembre dernier la gestion financière calamiteuse, une gestion financière et managériale calamiteuse. On a saisi la ministre de la Santé le 9 novembre. On a saisi la Chambre régionale des comptes le 9 novembre. On considère que ce déficit serait plutôt malsain au regard des éléments que nous avons. En ce qui concerne la Chambre régionale des comptes, la ministre l'avait également saisie.
Il y aura un rapport qui sera rendu au plus tard en fin d'année. Et notre syndicat, lors d'une conférence de presse qu'on avait fait au mois de décembre, en faisant témoigner des professionnels et du démantèlement déjà enclenché, voilà, on avait clairement dit, et notre position n'a pas changé, dès que nous aurons des éléments concrets, c'est-à-dire le rapport de l'IGAS 2 qu'on réclame à corps et à cri sur la gouvernance et ce rapport de la Chambre régionale des comptes, s'il y a détournement de fonds publics, notre syndicat portera plainte pour détournement de fonds publics. Parce que le CHU est un CHU public avec des fonds publics. Il n'est pas là pour servir, je dirais, comment dire ça de faire valoir personnel. De faire valoir personnel, pour être poli. Voilà. Donc, on aurait bien aimé que les autres... Vous êtes très poli dans le milieu hospitalier. Hein. Oui. J'ai remarqué que... on peut dire les choses poliment, mais les dire sérieusement. Voilà, mais je veux dire, c'est maintenant, là, j'entends, je me dis à quel moment ils vont dire s'il y a plainte pour mauvaise gestion, détournement de fonds, à quel moment ça sortira. Parce que sur 5 ans, arriver à 100 millions de déficit, il faut une sacrée mauvaise gestion quand même. Ah bah oui, mais 2018, on espère bien que ce sera en 2018 qu'on agira. Oui, si vous voulez, les déficits, ils sont de plus en plus importants. Cette année, le déficit va probablement être de 50 millions d'euros. C'est quand même énorme, alors qu'il y a une aide exceptionnelle de plusieurs millions d'euros de la part de l'État. C'est-à-dire c'est quelque chose d'immense. Et ça n'a pas été anticipé, ça a même été caché, parce que nous avons le rapport IGAS 1. Donc l'IGAS, c'est l'inspection générale, disons, de la santé. Ça regarde un peu, ça vient du ministère, et les IGAS sont des gens qui vérifient comment fonctionne un établissement. Ils ont le droit de regard sur tout, ils peuvent demander tous les documents. On va dire que c'est la police des polices du monde hospitalier. Voilà, un petit peu ça. Les administrations, en général. Contrôleurs, voilà. Voilà. Eh bien, ce rapport IGAS a découvert ce qu'avait déjà vu d'ailleurs le commissaire aux comptes de l'établissement, c'est-à-dire qu'en 2015, il y avait eu, par des jeux d'écriture, on avait caché un déficit extrêmement important pour faire croire que la gestion était bonne. Et d'ailleurs, pour cette raison, et c'est extrêmement grave pour un établissement public, le commissaire aux comptes n'a pas certifié les comptes de 2015. Rendons justice, ceux de 2016 ont été certifiés. Mais ceux de 2015, et c'est là où on a commencé à découvrir le poteau rose, parce que nous, on est dans notre établissement, on bosse, en ce qui concerne les médecins, les soignants, on est occupé par nos patients, c'est ça qui nous intéresse, on n'est pas des gestionnaires, on n'a pas fait médecine pour faire de la gestion. Mais on ne peut pas rester comme une autruche, la tête dans le sable, et se dire qu'on se désintéresse de ces affaires-là, parce que, encore une fois, et c'est ça que je voudrais bien redire, bien aux téléspectateurs qui comprennent, on n'est pas là pour se battre sur les chiffres, on est là pour dire aux Réunionnais, attention, votre santé est en péril, aussi bien au site nord qu'au site sud. Il y a des services qui vont fermer, il y a des médecins qui vont disparaître, il y a 155 postes de personnes soignantes qui vont disparaître. D'accord ? Et ça, c'est absolument pas possible. Les gens sont déjà épuisés dans les services. Votre fameux PRE avec lequel on a commencé, le plan de retour à l'équilibre. C'est-à-dire que la ministre a dit non, là, ça suffit, là, cet établissement-là, il va vraiment de travers. Donc, vous allez me faire le plaisir d'assainir votre économie. On va regarder là où ça ne va pas. Et là où ça ne va pas, c'est une augmentation importante de la masse salariale et c'est des bâtiments qui ont été construits. Certes, il fallait les construire. Nous, notre syndicat, on était complètement d'accord avec le fait qu'il fallait construire un bâtiment soit critique à Saint-Denis et un bâtiment central à Saint-Pierre. Mais il fallait les construire en faisant très attention au plan, et on pourra y revenir en détail si vous voulez, mais on se retrouve avec un étage en trop dans le bâtiment soins critiques, un étage en trop, je dis bien, dont des programmistes ont fait... des programmistes, c'est des gens qui se disent, tiens, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce bâtiment ? Donc ça se fait normalement des années à l'avance, et ces gens-là sont payés. L'étage en trop, au début, c'était, on allait stocker des armoires vieilles, vous voyez, c'est quand même, ça vaut le coup, plusieurs millions d'euros. Ensuite, on allait mettre la maison des parents. Quand même le pompon du pompon, la maison des parents, un bâtiment soins critiques, là où il y a toutes les réanimations, les blocs, les gens qui pleurent, pas tout à fait l'endroit. Alors après, ils ont décidé de le mettre dans le parking du personnel, puis maintenant, ça va être encore autre chose. Et donc, on ne sait pas quoi faire de ce bâtiment en trop. Finalement, ce sera probablement l'établissement français du sang qui va y aller, et ça, c'est plutôt une bonne idée, puisque c'est surtout au bloc, dans les réanimations, qu'on a besoin de sang. Puis à Saint-Pierre, un bâtiment central, un formidable bâtiment central de Saint-Pierre, de plus de 100 millions d'euros. Donc, normalement, quand il y a un investissement public, tous les investissements publics, que ce soit un hôpital, une bibliothèque, n'importe quoi, il y a un commissariat à l'investissement qui doit absolument regarder si l'investissement, puisque c'est quand même 100 millions d'impôts qui vont à ça, si l'investissement est correct, si les plans sont compétents. On s'en est affranchi, on n'a pas demandé ça. On a commencé à construire le bâtiment selon des plans anciens, exactement comme l'histoire du bâtiment soins critiques, puis tout d'un coup, pas de quoi payer, dites donc. Ça, c'est embêtant.
Je caricature, mais c'est ça. Je caricature pour expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, quand on demande le copermo, c'est-à-dire l'aide à l'investissement, on le fait obligatoirement avant que l'investissement soit débuté. Et pour terminer le pompon du pompon, parce que quand même c'est très intéressant, on n'a pas eu le rapport IGAS 2, mais il y a des journalistes qui se sont procurés un petit bout du rapport IGAS 2, des bribes probablement. Et bien, sur ce rapport IGAS, il est bien dit que M. Calange n'avait pas donné de délégation de signature au directeur du site sud du CHU, et c'est ce directeur qui a signé un marché pour plusieurs millions d'euros, alors que sa signature n'avait aucune valeur, faisant donc courir un risque financier, puisqu'il peut y avoir des recours, et juridique énorme à notre établissement qui franchement n'en a pas besoin. Donc, pour vous donner un exemple de la très bonne gestion de l'établissement. Ma question, et je vais passer la parole à Eric Sparton. La question, c'est aujourd'hui, alors on a parlé de murs, on a parlé de... Et le personnel aujourd'hui, quel est l'état d'esprit du personnel? Je crois que... ouais. Et surtout, aujourd'hui, est-ce qu'ils ont une visibilité sur leur avenir? En fait, ils sont réellement inquiets. Donc, par rapport à ce qui se passe, ils voient ce qui se passe, ils écoutent ce qui se dit à la télé, ils lisent les journaux et ils se disent où est-ce qu'on en est. Ils savent très bien que la situation est dramatique. Là, on parle surtout de ceux qui sont contractuels et même stagiaires, puisqu'on a déjà vécu une histoire avec les stagiaires qui ont été tout bonnement licenciés il y a quelques années de ça. Donc, ça veut dire que maintenant, on peut le faire en toute, on va dire, impunité. Donc, même les stagiaires, ils sont réellement inquiets. Donc, la situation sur le terrain, sur le, on va dire, de la partie technique, administrative, tous ces gens-là se posent les bonnes questions, puisqu'ils sont capables aussi d'entendre, d'écouter. Puisqu'ils ont souvent l'impression qu'on leur passe des messages où on voudrait qu'ils essayent de ne pas comprendre. On s'imagine qu'ils ne comprennent pas les choses, alors que ce sont des gens capables d'analyser une situation et de voir ce qui se passe réellement. Donc, là-dessus, moi j'aimerais bien revenir aussi sur le côté critique de ce qu'on vit. Donc maintenant, vous savez, on a depuis 2015, on n'arrête pas de descendre dans un gouffre financier. Donc on est passé par plusieurs PRE, ça fait le 3e de mémoire, il faut me le rappeler. Le 3e de mémoire, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on est capable de gérer? Quelles sont les bonnes questions? Les bonnes questions, est-ce qu'on est capable de bien gérer ou ne pas gérer? À un moment donné, vous savez, monsieur tout le monde, on part sur une base financière de son propre foyer. À un moment donné, ça ne passe plus au niveau des banques. Donc maintenant, il faut se poser ces très bonnes questions, à savoir, est-ce qu'on est sur une bonne ligne de gestion ou on ne l'est pas? Donc voilà, ça c'est pour moi, c'est la question essentielle et que je pense que tout le monde, en tout cas, se la pose chez nous. C'est vraiment la question qui revient perpétuellement. Et c'est une réalité. Et c'est la raison pour laquelle notre syndicat, depuis donc plusieurs mois, 5 mois maintenant, nous réclamons une nouvelle équipe de dirigeants, on dit bien intègre et compétente, qui sache faire de la transparence un mot d'ordre dans la gestion des fonds publics. C'est la moindre des choses. Et c'est pour ça qu'on réclame le rapport de l'IGAS, parce qu'il y a 6500 professionnels au CHU. Comme disait Eric, ce sont des professionnels avertis, ce sont des citoyens, ce sont des parents, ce sont dans leur vie de tous les jours, ils font en sorte d'être des bons gestionnaires. On a besoin d'avoir la réalité de la situation parce que tout le monde est capable de comprendre qu'il faudra faire un plan des économies. Mais encore faut-il que ça soit fait par des gens qui soient compétents. Encore faut-il que ça soit fait par des gens qui sont dans l'exemplarité, dans la probité. Et aujourd'hui, malheureusement, les différents événements qui se sont passés, le déficit 110 millions, la non-certification des comptes en 2015. Maintenant, on n'est pas encore certifié par la Haute Autorité de Santé, je pense que Catherine pourra le dire, une note catastrophique. Bon, je pense qu'on avait dit, nous, cette autre phrase, c'était on veut arrêter de perdre avec des perdants, on aimerait bien gagner avec des gagnants, et si justement ils ne sont pas capables, on n'a pas les bonnes personnes pour gérer ce CHU, qui est jeune, qui est dynamique, qui a des ambitions, aussi bien pour la Réunion que pour la zone océan Indien, et ben c'est peut-être les dirigeants qu'il faut changer. Dans une entreprise, on les aurait déjà changés. Et donc voilà. Et aujourd'hui, à mon avis, ils ont fait une preuve supplémentaire de leur incompétence. Et sur ce point-là, vous avez rencontré les élus, Jean-Paul Virapoulet et le président? Alors, pour M. Virapoulet, nous, on a tenté de le joindre. On a même tenté de le joindre par d'autres élus extrêmement proches de lui et ça a été une fin de non-recevoir parce que, si vous voulez, les médecins, donc ce qu'on appelle la commission médicale d'établissement, et le personnel, avec le CTE, le comité technique, on a dit non
à ce PRE. Pourquoi on a dit non à ce plan de retour à l'équilibre? C'est que nous, on est d'accord pour faire des économies. D'ailleurs, nous avons des idées sur la façon de faire des économies, mais nous avons aussi beaucoup d'idées pour augmenter la performance, c'est-à-dire monter les activités. Parce qu'évidemment, quand vous avez une somme dans votre pot, c'est ce qui reste, c'est ce qui est la différence entre ce qui est entré et ce qui est sorti. Donc, quand vous faites entrer plus, vous avez plus dans votre pot, même si vous avez fait sortir beaucoup, vous comprenez? Donc, nous, on se dit, en augmentant l'activité, on a plus de recettes, et donc c'est aussi une façon de réduire le déficit. Ça, on en est empêché par des tas de dysfonctionnements internes absolument incroyables. Par exemple, je sais pas, je peux vous dire que faute d'avoir voulu recruter des médecins à leur échelon, c'est-à-dire il y a une carrière, une progression de carrière, on s'est retrouvé sans anesthésiste au site nord du CHU pendant pratiquement 2 mois. Le bloc a fermé 1 mois. Total, on a perdu 3 millions d'euros en 1 mois. Voilà. Exemple, alors maintenant, comme il y avait ce problème, la direction fait complètement l'inverse. C'est-à-dire que même les tout jeunes qui sortent de l'internat, ils sont au dernier échelon, à échelon 11, pour qu'ils puissent venir. Enfin, c'est absolument n'importe quoi. Là, on a le bâtiment soins critiques, et alors c'est le mercato chez nous, au site nord. Donc, on dit, tiens, mais la chirurgie orthopédique, vous allez aller dans tel bâtiment. Ah non, mais finalement non, vous allez aller dans tel bâtiment. Puis les grands brûlés, oui, on vous a construit quelque chose de spécial pour vous, avec des grandes baignoires, des grandes salles de réveil, etc. Parce que les grands brûlés, c'est particulier. On vous a mis 38 comme température dans vos locaux futurs parce que les brûlés, ils ont plus de peau, donc il faut que ce soit chaud et tout. Ah non, tiens, on va mettre la réanimation pédiatrique, des petits box et tout, puis après, peut-être que vous y retournerez. Enfin, vous voyez, il y a vraiment des problèmes de gestion absolument majeurs. C'est une navigation à vue. C'est une incompétence, je crois qu'on peut le dire. On voit plus rien. Un manque d'anticipation. On a des budgets prévisionnels qui, pendant des années, n'ont pas été sincères. C'est-à-dire qu'on a dit, voilà, on va gagner temps, puis on savait que c'était pas possible. Sur une chose, je voudrais rajouter, par rapport à ce qu'a dit Eric sur la souffrance des personnels, je voudrais témoigner en tant que soignante, là. Nous, on travaille avec des infirmières, des aides-soignantes, des kinés, des psychologues, toute la journée. Bien, je vous jure que ces personnels-là, on les retrouve en pleurs en ce moment. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus assez nombreux dans les services. Au lieu d'être 2 infirmières pour 20 patients, il y a une infirmière, et cette infirmière, elle court de partout. Et elle signale, ces infirmières-là, de plein de services différents que, voilà, une perfusion qui devait passer en 1 heure, en 10 heures plutôt, elle est passée en 1 heure parce qu'elles n'ont pas eu le temps d'aller surveiller que le débit était correct, ce qui peut être dangereux. Un petit bouchon d'une perfusion, ils ont oublié de le remettre parce que quelqu'un a sonné le téléphone, etc. Ou un résultat d'examen biologique qui n'est pas rendu au médecin, qui est téléphoné par le laboratoire, et ça a des conséquences graves sur le patient. Donc ces gens-là, ils adorent leur métier, ils ne peuvent plus le faire correctement, ils le font vraiment avec beaucoup d'humanisme, beaucoup de cœur, et là, ils estiment qu'ils sont en danger. Il y a beaucoup d'arrêts de travail, il y a du burn-out, les gens sont dégoûtés, et il y a énormément de gens qui quittent préventivement le CHU. Il n'y a pas que les patients qui quittent le CHU, parce que ça, on va pouvoir en parler dans un moment, mais par exemple, ce mois dernier, nous avons perdu 5 IBOD, 5 infirmières de bloc opératoire. Pour en retrouver 5, c'est pas facile. Donc ces gens-là, ils anticipent, ils disent, c'est tellement le désordre ici, allez hop, moi je vais dans le privé, je serai tranquille, j'aurai pas de soucis. Et du coup, les patients, nous n'avons plus suffisamment de soignants pour les accueillir correctement. Et par exemple, les urgences, ils font ce qu'ils peuvent, ils essayent de gérer les vraies urgences. Tous les gens pour lesquels c'est un peu urgent, hop, ils font des ordonnances pour faire des bilans en ville, des radios en ville. Et les cabinets de radiologie de ville, le lundi, après le week-end, ils passent leur temps à faire les examens que nous faisions avant au CHU. Donc c'est autant d'activités perdues. Si nous étions correctement organisés, c'est nous qui aurions tout le coût de ces examens qui viendrait dans notre escarcelle. Voilà ce que je voudrais dire. Pour expliquer. Hélène, vous voulez dire quelque chose avant que je pose la question? Sur quel sujet? Alors, c'est tellement vaste. Ce ne sera pas le côté soignant chez vous. Non, c'est côté finance, si vous voulez. Non, je reviens sur un point. Au moment où il y a eu cette... je dirais le mouvement où il y a eu une vraie contestation de la gestion, il y a eu une vraie contestation de stratégie politique. Mais est-ce qu'il y a vraiment une stratégie politique? Je n'en sais rien. Mais il y a une question que je vais vous poser à tous les trois. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui au démantèlement du service public de l'hôpital? On est tout à fait d'accord. On va sur cette voie-là, on y est en plein. Alors je crois que nous, c'est pour ça qu'on alerte, qu'on n'arrête pas d'alerter, puisque nous, on y tient. On y tient parce qu'on est entouré de gens professionnels, c'est ça, puisqu'on a une image qui est assez, chez certaines personnes évidemment, c'est l'image qu'on veut bien nous donner, alors que ce sont des gens qui travaillent avec des heures supplémentaires à n'en plus finir, ce sont des gens compétents, consciencieux, donc on y tient notre service public. C'est pour la population, on est là justement pour ne pas partir vers une santé de riche qui est très à la mode, qui est très... À l'heure actuelle, on est là-dedans, alors que nous, là-dedans, on est sur le service public. Je veux dire, c'est extrêmement important, avec des gens qui sont prêts à faire des concessions
Mais là, on est parti quand même très loin dans les concessions. Comme disait Catherine, au niveau du personnel administratif, c'est la même chose. Sur le personnel technique, je parlais de ça, c'est la même chose. Aujourd'hui, on externalise certains secteurs et pour nous, c'est de la perte sèche. Alors que soi-disant, c'est sur du court terme. Éventuellement, sur du moyen terme, on peut essayer de voir. Mais là, on a les moyens humains, les compétences humaines ou la masse salariale, elle est toujours là quand on externalise. Donc maintenant, ces gens sont là, ils sont compétents dans ce qu'ils font et ils ne sont absolument Est-ce pas... que tu peux expliquer ce que c'est externaliser, donner un Oui, exemple? alors donc maintenant, prenons un cas classique, donc prenons l'électricité, un service électricité. Donc maintenant, on a des sociétés externes qui viennent et qui s'occupent de toute la maintenance, de tout ce qui est lié à l'électricité. Alors que nous avons des personnes, mais d'une compétence incroyable, qui sont capables de le faire, qui sont en train de se battre pour avoir des ressources On paye. et qu'on paye. Et donc, et eux ont des ressources avec du personnel. Et maintenant, ils veulent recruter, ne serait-ce que pour un seul secteur, une ou deux personnes, et ils seraient capables de mettre de côté toutes les sociétés autres. Donc, qui nous coûtent quand même beaucoup d'argent. Donc là-dessus, on est obligé de se battre pour avoir une personne ou deux supplémentaires pour faire tourner quelque chose en autonomie totale. On parle de l'électricité qui est quelque chose d'extrêmement important dans un établissement. Alors, pourquoi je vous pose la question? Parce que bon, je pense que vous avez vu ce qui s'est passé dans le Sud. Il y avait la situation à Sillaos, entre autres. Les gens ne se rendent pas compte. Ça, c'est formidable, le coup de Sillaos. Oui. Tu veux que je t'explique le coup de Sillaos? Oui, Extraordinaire. Je vais poser quand même la question. Je pose la question pourquoi? Parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de démantèlement, en tout cas c'est dans les documents du syndicat de mes invités, c'est de parler de démantèlement. Et quand on regarde, le public ne voit pas ce démantèlement. Alors justement, comment leur expliquer au public qu'il y a un réel démantèlement du service public hospitalier? C'est très simple. D'abord, les gens de Sillaos, je pense qu'ils comprennent. Il y avait un hôpital. Bon, ça rendait quand même pas mal de services pour les petits problèmes qui pouvaient rester dans le cirque. Sinon, on a un hélicoptère et à Saint-Pierre, donc c'est pas le souci. Donc, sans que les personnels, parce que toutes les mesures qui ont été choisies, elles l'ont été par la direction de façon unilatérale. Il n'y a pas eu de présentation au syndicat, il n'y a pas eu de présentation aux personnes concernées. Donc il y a le chef de service, par exemple, ça c'était l'exemple extrême de service de rééducation fonctionnelle du Nord, qui est un grand service dont on a absolument besoin, qui a appris en séance que son service était tout bonnement supprimé. Donc en fait, il s'est battu. Tout d'un coup, comme évidemment, c'était des techniciens dans les bureaux qui avaient fait ça. Ils ont oublié qu'il y avait des grands brûlés au site nord du CHU et qu'il fallait absolument qu'il y ait de la rééducation fonctionnelle. Alors, on a remis le service de rééducation fonctionnelle. Bon, on voulait diminuer le nombre de lits dans les grands brûlés. Il y a 6 lits aux grands brûlés. Or, c'est le seul service pour tout l'ensemble de la zone océan Indien. On s'occupe de la Réunion, on s'occupe de Mayotte, voire des brûlés qui viennent des îles d'à côté. Quand il y a une famille entière qui brûle, il y a besoin d'avoir 6 lits, voire plus. Et alors c'est vrai, parfois il y a personne, ça arrive il y a quelques jours sans personne, mais parfois il y a une affluence monstrueuse. Il y a très peu de médecins. Donc ces médecins, ils font des gardes sans arrêt, ils sont complètement épuisés. S'il y a 2 médecins, si toi on te demande d'être debout une nuit sur 2, c'est pas très facile de travailler le lendemain, bien sûr. Donc ça a été rectifié. Pour dire que les mesures étaient totalement aberrantes. Et concernant Sillaos, donc décide de fermer Sillaos, bon, très bien. Et puis après, évidemment, il y a un émoi de la population, le maire, tout le bazar. Et là, on a un truc fantastique de monsieur Virapoulet qui vient à la télévision et qui a voté le Copermo au conseil de surveillance. Alors lui, il a voté ça, il a voté pour, d'accord? Puis après, comme il y a un émoi, il fait son beau politique, il vient à la télévision, il dit « Ah, mais moi, je suis insuffisant rénal, alors j'ai été greffé. Alors, on va laisser l'hôpital à Sillaos et on va faire un poste pour les insuffisants rénaux, un poste de dialyse. » Et puis évidemment, ça n'est pas tenu. À l'autre conseil de surveillance, on dit le service de chirurgie infantile. Donc, conseil de surveillance, c'est un peu comme le conseil d'administration. Enfin, c'est l'organisme qui fait les délibérations qui peuvent être acceptées. Donc, au conseil de surveillance suivant, et moi, parce que le service de chirurgie du Sud, 9 postes paramédicaux en moins et un poste médical en moins, donc un démantèlement très important de ce service. Sur 40% de la population, pour vous dire. Voilà, donc en tout cas, cette population du bassin Sud. Et au conseil de surveillance, M. Virapoulet s'engage à ce qu'il y ait 4 mois de moratoire pour discuter ce problème. Nous sommes fin mars à peu près. Eh bien, le 1er avril, et là, ça n'était pas un poisson d'avril, note de service, la direction nous informe que dès aujourd'hui, dès le 1er avril, alors c'était pas 9, je crois, c'est 6 ou 7 personnels sont retirés du service de chirurgie. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc, bon, il y a peut-être un petit problème quand même dans la crédibilité de tous ces gens-là. Qu'est-ce qui fait que la direction est restée en place malgré le mouvement qu'il y a eu, malgré les protestations, même si c'est monté jusqu'au ministère? Je ne sais pas si Agnès Buzyn a eu les oreilles qui ont sifflé
pendant tout ce mouvement-là. Mais On en lui a tout écrit, cas, en tout cas. D'une fois. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Et je crois que nous ne sommes pas les seuls, à ma connaissance. la ministre de la Santé apparemment a suivi. Il y a eu, c'est ce qui m'a surpris en tant que, je dirais, lecteur en tout cas spectateur, c'est de voir qu'il y a eu quand même autour de M. Calange, il y a eu une vraie... on a essayé de le protéger, soit il y a des gens qui sont impliqués, je ne sais pas, mais on a tout fait pour éviter qu'il soit mis dehors comme un malpropre, quoi. Peut-être que ça a tourné un peu. Alors, je crois, voilà, comme le dit Isaline, je pense que ça a changé déjà. Il y a quand même des politiques maintenant qui se rendent compte et qui commencent, notamment dans le Sud, à trouver que le Réunionnais, le Nel Calange, n'est pas un si bon gestionnaire que ça. Mais en fait, on n'est pas omnubilé par Monsieur Calange, Monsieur Calange, Monsieur Calange. C'est pas notre obsession. Notre obsession, c'est la qualité des soins. Notre syndicat, il a été créé pour maintenir la qualité des soins. Force est de constater que c'est l'équipe de direction actuelle et la précédente, donc Monsieur Gruson puis Monsieur Calange, c'était Monsieur Calange, je le rappelle, était le directeur général adjoint et Monsieur Gruson le directeur général. Monsieur Gruson a été nommé directeur de la Fédération autonome hospitalière de France, un poste très prestigieux. Autonome, c'est nous, Catherine. La Fédération hospitalière. On de France, l'accepte, c'est bien on ça. l'accepte pas. Tu as raison, la Fédération hospitalière de France. Et donc Monsieur Calange, alors que ça ne se fait jamais. C'est une règle non dite, mais c'est une règle chez les directeurs d'hôpitaux, a pris la suite parce que les politiques l'ont aidé. Ça ne se fait jamais, c'est normalement pas comme ça. Ça a soulevé une terrible colère des directeurs d'hôpitaux, mais ça s'est fait comme ça. Et Monsieur Gruson s'est retrouvé à devoir démissionner pour justement des histoires alors je pense qu'on peut dire proximité de féminine. malversation. Enfin, il y a eu une signature qui a été imitée pour une histoire personnelle, on va dire, de quelqu'un dont il était très proche, et il a dû démissionner. Et on s'est retrouvé donc avec Monsieur Gruson qui avait été pris un peu la main dans le pot de confiture, qui a dû démissionner, et Monsieur Calange qui a pris la suite, mais il faisait bien partie de l'équipe dirigeante précédente. Donc nous on dit bon. C'est pas contre une personne, en tant qu'homme, on n'a pas de mal, mais en tant que directeur, si. Parce qu'en tant que directeur, on trouve qu'ils gèrent, ils ont géré l'un et l'autre. Enfin, au début, pour M. Gruson, on ne s'est pas rendu compte. Il était très sympathique, M. Gruson, il venait voir toutes les équipes. Mais moi, j'ai une très bonne relation avec lui. Je me suis fait un peu, voilà, comme tout le monde. Et puis ensuite, on s'est rendu compte de la vérité. Et là, ce sont des choses sérieuses. C'est la santé des Réunionnais. Il ne s'agit pas du problème de Monsieur Calange, il s'agit du problème de la santé des Réunionnais et des Réunionnaises. Alors justement, sur ce point, il va y avoir, est-ce que vous vous préparez à des actions? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une stratégie pour justement l'évolution de je dirais, tout ce qui est en matière de santé pour le bien-être du Réunionnais? Est-ce que tu vas peut-être mettre le pied dans le plat et créer un problème là où il n'y en a pas? Est-ce que l'ARS aujourd'hui accompagne? Est-ce que ce milieu de santé de la Réunion s'est mis autour d'une table et s'est dit voilà ce qu'il nous faut pour les prochaines années, voilà la stratégie à mettre en place et voilà ce qu'il faut pour que le Réunionnais demain soit bien soigné? Alors, si vous voulez, il y a deux choses. La première chose, c'est vrai, il faut faire un effort national. Nous, on l'a toujours réclamé. Et c'est vrai qu'à La Réunion, nous avons des conditions particulières qui font que on a des obstacles particuliers, l'éloignement, la vie chère, les problèmes de surrémunération, les problèmes d'emploi, les problèmes de précarité. On est quand même le département de France où il y a le plus de précarité, ce qui fait que nous sommes un département particulier. Donc oui, et puis nous sommes à CHU en construction. On n'a pas tous les postes de professeurs, on en a que 12 et encore, il y en a un qui part à la retraite, il y en a un qui va s'en aller en juillet, il y en a peut-être un autre qui va suivre. Ça va pas trop bien de ce côté-là. Nous, on souhaite une réunion d'excellence. On a toujours défendu ça. On s'est toujours dit qu'on était tout à fait capable à La Réunion de faire aussi bien qu'ailleurs et on n'a jamais voulu avoir un CHU cocotier comme aux Antilles ou contre les Cagériens. Enfin, il faut bien dire que, bon voilà, eux, ils ont un déficit depuis très longtemps et ça va très mal. Nous, on a commencé très bien. On a commencé avec un CHU bénéficiaire, performant, tout allait très bien. Et puis, petit à petit, on en est arrivé à une dégradation de la situation. Donc, on dit à l'État, oui, aidez-nous. D'ailleurs, on a demandé à ce que dans le fameux Copermo, on nous donne une aide à l'investissement. Nous avons eu 40 millions d'euros, donc 20 millions d'euros très rapidement, puis les autres 20 millions d'euros sur 20 ans. Donc, on a une aide significative de l'État que nous avons toujours réclamée, notamment pour construire le bâtiment central de Saint-Pierre. Mais il n'empêche que si on nous donne de l'argent, il faut que cet argent il soit bien géré. Il ne faut pas qu'il s'en aille à des choses où il ne devrait pas aller.
Alors, on donne un petit exemple. Le ministère lui-même, dans l'annonce du Copermo, on pourra en reparler, il serre à la culotte beaucoup l'hôpital, il le contrôle beaucoup. Mais par exemple, l'administration du CHU, enfin Isaline vous le direz mieux que ça, mais il y a un monsieur qui s'occupe du patrimoine chez nous. Et ce monsieur a comme mission, entre autres, d'estimer au prix des domaines, ou un peu plus, les bâtiments. Donc il y a un bâtiment à Saint-Louis qui devait être vendu, peut-être, pour essayer de récupérer un peu d'argent en vendant les bijoux de la famille, qui était estimé à 2 millions d'euros par ce monsieur, et qui, par le Copermo, est estimé, je te laisse le dire. 9 millions. Il y a juste un multiple de quelque chose. Plus de 4. L'estimation qui a été annoncée par le CHU, présenter le dossier au niveau du ministère, ils ont estimé ce bien, qui est donc le site de Saint-Louis, qui est un magnifique site, à 2 millions d'euros. Copermo l'a fait réévaluer par Domaine France. Ils arrivent à 9 millions d'euros. Alors c'est sûr que si vous avez une équipe qui surestime l'activité à venir par rapport en se basant sur des pourcentages d'augmentation de la population supérieurs à ceux de l'INSEE, qui arrive à minimiser les dépenses, qui les cache sous le tapis, et qui sous-estime maintenant le patrimoine du CHU. Vous comprenez, quand on vous dit qu'on a des exemples concrets d'incompétence, oui, il y en a des exemples concrets d'incompétence. Qu'est-ce qui explique que tous ces exemples que vous mettez en avant, ces dérapages, si on peut dire, ou ces erreurs, volontaires ou involontaires, qu'est-ce qui explique que ça continue quand même, malgré tout, sur les mêmes bases, avec les mêmes personnes, et pourquoi il n'y a pas une réaction au niveau du ministère ou au niveau de l'ARS, par exemple? Alors, juste pour vous dire, dans le dossier, dans le document donc Copermo, que le ministère a fait passer à la direction et à certains syndicats, parce que il faut reconnaître que la direction en place du CHU ne veut pas nous communiquer les documents, mais voilà, c'est pour autant, nous sommes un véritable syndicat. Donc, Copermo a mis des conditions à cet accompagnement financier, et notamment, nous notions ensemble tout à l'heure ce document que nous avons pu avoir, que l'ARS doit chaque mois veiller à ce que la direction du CHU remplisse ses engagements. Au bout de 3 mois, il y a de nouveau un Copermo, donc il y a un cadre qui est posé, et ce plan de retour à l'équilibre doit faire l'objet d'un contrat de retour à l'équilibre financier qui doit être signé auprès de l'ARS. Donc c'est quand même très contraint. Donc, alors, on apprécie, parce qu'on avait quand même sollicité la ministre là-dessus. Donc, on apprécie. Maintenant, bien entendu, on appréciera d'autant plus rapidement, on appréciera que rapidement, on change d'équipe de direction. Mais pour l'instant, on espère bien que l'ARS jouera son rôle, le ministère aussi. Ça progresse. Maintenant, ça progresse. C'est vrai que pour un citoyen lambda, on aimerait bien que ça aille assez vite. L'administration française est parfois lente, mais on trouve quand même qu'il y a même des élus qui se sont manifestés, notamment M. David Lorion et M. Tianakoun. Vendredi dernier, ils étaient à Saint-Pierre en train de soutenir... Jean Priano qui a demandé des comptes, également Jean-Luc Cratenon, qui a demandé des comptes. Voilà. D'ailleurs, je profite de cette occasion qui m'est donnée pour rappeler à tous ces députés et sénateurs de La Réunion qu'ils ont le droit de demander eux-mêmes le rapport de l'IGAS 2. Et ce serait bien qu'ils le réclament à la ministre, parce que nous, on l'a demandé officiellement. On a même saisi la CADA, qui est un organe national pour avoir des documents publics. Donc, il faut que la ministre veuille bien nous le donner. Mais eux, c'est un droit en tant qu'élus, députés et sénateurs. Donc, ce serait bien que les députés et sénateurs de La Réunion le demandent officiellement également. Toujours pour la transparence, excusez-moi. Je reviens sur ma question. Il doit nous rester à peu près 7 minutes. On a fait déjà 33 minutes. La question, c'est aujourd'hui... Qu'est-ce que le public peut attendre de cette évolution? Est-ce qu'il y aura à un moment donné un mouvement social pour vous faire entendre? Est-ce que vous allez monter au créneau? Est-ce que vous allez faire connaître vos revendications? Parce qu'il y a quand même une réalité, c'est que si le système ne marche pas comme il doit marcher, si demain il y a mise en danger de la vie, de la santé des Réunionnais, qu'est-ce qui peut être fait et comment cela peut être fait? Il y a un élément important, je pense, qui arrive au mois de mai 2018, donc dans 1 mois et demi, 2 mois. Il y a la Haute Autorité de Santé qui va revenir vérifier l'état
voir si elle soulève ou pas, elle suspend ou pas le sursis à certification, puisque je pense que Catherine pourra bien expliquer. On a eu la note de D. C'est ça. Il y a la Haute Autorité de Santé qui note les établissements en fonction d'un certain nombre de choses, le circuit des patients, le circuit des médicaments, etc. Nous, on était mauvais élèves. Tout le monde peut comprendre que quand un enfant rentre avec un D au lieu d'avoir un A ou un B, c'est que ça ne va pas du tout. Et qu'il faut vraiment... Alors ça, c'est aussi quelque chose de terrible parce que, notre CHU, c'est quand même un CHU très performant. Vous voyez, on a des services de pointe, on a, de la superchirurgie cardiaque, de la super neurochirurgie, on a, de l'oncologie pédiatrique géniale, on a un service de génétique. Enfin, ce sont des exemples. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres exemples. Donc, on a des services formidables. Vous voyez, on est en train de dire le CHU dysfonctionne. Oui, il dysfonctionne. Mais pour l'instant, on va dire que ça va encore à peu près, mais ça commence déjà à se dégrader et les équipes en souffrent. Donc ce qu'il faut, nous, ce qu'on veut, c'est que ça revienne à un CHU performant, qu'on nous donne les moyens de travailler. Parce que là, en fait, si vous voulez, le personnel, il passe son temps à être menacé. Attention, vous ne faites pas assez d'activité, c'est de votre faute. Vous voyez, c'est de notre faute si on ne fait pas assez d'activité. Je vous donne les exemples des hôpitaux de jour, par exemple. Quand on fait un hôpital de jour, on prend les gens le matin, on les fait sortir le soir. Donc c'est extrêmement bien parce que c'est ce qu'on appelle l'ambulatoire et on nous demande de faire de l'ambulatoire, que les gens ne dorment pas là pour que ça coûte moins cher. C'est-à-dire que la nuit, il n'y a pas de personnel, vous voyez, mais on les soigne pareil. C'est ça le but, en fait, de la manœuvre. Donc, OK, il faut qu'on fasse ça. Donc, nous devons avoir ce qu'on appelle 2 plateaux, c'est-à-dire que les gens doivent avoir 2 types d'examens, un examen radiologique et puis une consultation avec quelqu'un, par exemple, pour qu'on puisse coder un hôpital de jour. Sinon, on code une consultation, c'est-à-dire à peu près 10 fois moins. Donc, c'est vraiment très important. Une fois sur 3, on annule les hôpitaux de jour parce que la radio, il n'y a pas assez de médecins pour faire les radios, parce qu'en cardio, les gens sont trop peu nombreux pour faire les échographies, parce que la dermato, il y en a une qui est enceinte, alors l'autre ne peut pas tout faire. Et voilà. C'est volontaire, cette situation-là. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut mettre Est-ce que la direction est en train de placer de manière systématique le CHU en situation de déficit ? J'irai pas jusque-là. Je dirais quand même que... je crois qu'il y a une mauvaise gestion, puis il y a de l'incompétence. Il y a franchement de l'incompétence. Nous, on sait très bien comment faire, mais on ne veut pas nous écouter. Donc, on fait des mesures comme ça, qui n'ont ni queue ni tête au niveau du soin. On dit qu'on peut énormément améliorer la performance. C'est même presque une question d'organisation à effectif identique. Vous voyez, on perd 1 heure sur notre informatique parce que ça s'éteint sans arrêt. Donc 1 heure fois tous les médecins, fois toutes les infirmières de l'hôpital, vous voyez le temps de travail que ça représente. Au nord, on n'a pas de bip. Donc quand on veut travailler avec un médecin ou plusieurs médecins pour un patient, et vous venez, l'intérêt de l'hôpital, c'est que vous avez des gens super performants, hyper spécialisés dans plein de domaines différents. Donc le patient, il peut bénéficier de l'avis de l'un de l'autre. Donc nous, on doit joindre nos confrères. On ne les joint pas. Secrétariat d'ORL, de stomato et d'ophtalmo, on ne peut plus les joindre. Il n'y a plus de secrétariat. Il faut qu'on se déplace. Vous voyez ce que c'est que de se déplacer? On lâche tout et on marche dans l'hôpital. Écoutez, ça, je ne sais pas quoi. On engage une secrétaire, une standardiste même, et on arrange ce problème. Et on gagne très rapidement en coût de prestation. C'est un paradoxe parce qu'on a l'impression que... Je vous dis que c'est de l'organisation interne. Oui, mais comme les gens sont dans leur bureau, ils viennent pas nous voir, ils savent pas, forcément ils peuvent pas. Nous, on a envie que ça fonctionne. Dans leur bureau ou en mission, parce que nous avons aussi des dépassements très particuliers. On s'interroge beaucoup sur la pertinence des missions de l'équipe de direction, la durée de ces missions. Voilà. Il y a quand même beaucoup de dépenses sur lesquelles on pourrait, ou à lesquelles on a demandé à la Chambre régionale des comptes de faire le point parce qu'il nous semble qu'il y a des abus. D'accord. Est-ce que la Fédération autonome de la fonction publique hospitalière de la Réunion est en train de réfléchir à une stratégie? Est-ce qu'il y aura un mouvement? Est-ce qu'il va y avoir des revendications? Qu'on fasse un mouvement. Alors, non, je pose la question. On ne peut pas laisser les choses comme ça. On a, au moment du Copermo, pour bien montrer qu'on n'était pas d'accord avec les mesures, plus de 30 chefs de service ont démissionné. Quand même, c'est pas rien. Il faut savoir qu'il y a 80 chefs de service dans l'établissement. Donc, c'était quand même extrêmement significatif et c'est la première fois. Bon, c'était symbolique. Là, en fait, le site nord était assez en pointe de la lutte et là, le site sud s'y met vraiment beaucoup. Donc, on va effectivement définir des actions communes à nouveau. Non pas la fédération autonome toute seule, mais l'ensemble peut-être des personnes concernées par ce qui se passe, c'est-à-dire l'ensemble des professionnels. On peut faire différentes choses, on peut faire une grève, mais la grève, on n'aime pas trop parce que c'est le patient qui trinque. Et ça, on n'aime pas ça, nous, parce qu'on aime bien soigner nos patients et les respecter. Et qu'est-ce qu'il vous reste comme... il nous reste la grève administrative, il nous reste, on ne fait plus du tout de papier, comme ça, l'établissement est embêté, mais il nous reste quelque chose qui est une arme quand même bien meilleure, je trouve. En fait, on n'a pas les moyens de travailler correctement et dans des conditions de sécurité pour les patients. Alors, les chefs de service enlèvent leur responsabilité médicale de leur service, c'est-à-dire ils écrivent à la direction, ils disent, écoutez, nous,
et c'est la vérité en plus, on ne peut plus travailler dans ces conditions. Nos personnels sont en danger, nos patients sont en danger, ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur les perfusions qui passent trop vite et tout ça. Donc nous, on dégage notre responsabilité médicale. Monsieur le chef d'établissement, c'est votre responsabilité s'il se passe quelque chose dans les services. Je pense qu'à ce moment-là, il y aura une réaction. D'accord. Et puis on espère quand même que depuis ça fait 5 mois qu'on essaye qu'on régulièrement on écrit à la ministre, qu'on saisit la Chambre régionale des comptes, qu'on appelle aussi, on fait des conférences de presse, on a fait une lettre ouverte, comme vous le disiez, aux membres du conseil de surveillance, lettre ouverte aux élus de la Réunion. Je veux dire, ce sont eux les acteurs. Ils prennent des responsabilités au sein de l'instance, ils doivent les assumer. D'ailleurs, je rappelle juste une compétence très importante du conseil de surveillance, c'est d'entendre le directeur sur sa gestion. C'est un mot très fort au niveau juridique et il est important que ces gens-là, ils sont membres d'une instance, ils doivent faire en sorte que la loi soit respectée. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans une démarche et que cette démarche-là, à un moment ou à un autre, on ne lâchera rien, on est absolument déterminés. Nous, on se bat pour nos patients, la justice, l'équité, la probité. Ça, c'est des valeurs auxquelles nous tenons dans notre vie professionnelle comme dans notre vie de tous les jours. Donc, voilà, on n'a rien à perdre, on a juste à gagner pour la population réunionnaise. Et d'ailleurs, je voudrais dire à cette population réunionnaise, on se bat pour vous, réagissez vous aussi, aidez-nous. Parce que c'est pas quand tout va être cassé qu'on va avoir une santé à 2 vitesses à La Réunion que la population va se réveiller. Comment cette population peut manifester leur soutien à votre action ? Écrire des lettres à la direction, faire des pétitions. Témoigner dans les journaux. Témoigner dans les journaux quand il y a eu des choses qui se sont mal passées. On a tendance, vous savez, à mettre le voile dessus, il faut surtout pas qu'on sache. Mais non, mais on est là pour les patients, il vaut mieux qu'ils sachent la vérité. Améliorer les choses. Il faut que les gens aient confiance, mais bien sûr, il faut qu'on réussisse à refaire que ce service public soit impeccable et que le CHU, pas contre le privé, avec une répartition juste des soins sur le territoire. Parce qu'il y a des établissements privés extrêmement performants aussi, on se répartit la tâche. C'est pas la même chose d'être une clinique qui rend beaucoup de services que d'être un CHU où on fait des trucs un peu d'exception, de pointe, des choses plus rares, qui nécessitent plus de technicité ou de matériel, etc. On se complète. Donc on peut très bien sur ce territoire réunionnais avoir des soins de qualité. Pourquoi on avait fait le CHU ? On avait fait le CHU pour pas qu'il y ait plein de gens qui soient évassanés vers la métropole et que les familles soient séparées pendant très longtemps. On avait fait le CHU parce que c'est quand même universitaire. Les familles réunionnaises qui avaient les moyens pouvaient envoyer leurs enfants en métropole faire les études de médecine, mais les plus pauvres ne pouvaient pas le faire. C'est aussi une égalité vis-à-vis de l'accès de la population réunionnaise. Et puis faire de la recherche, on a quand même des problèmes à La Réunion spécifiques. On a les arboviroses, les moustiques qui piquent, là, le chikungunya, la dengue. Et puis on a les maladies métaboliques. On a quand même 4 fois plus d'insuffisance rénale à La Réunion et 3 fois plus de diabète qu'en métropole. Mais il y a des terrains de recherche formidables à faire. Comment faire en sorte que la santé des Réunionnais s'améliore ? La recherche, c'est de l'universitaire. Donc tout ça, le peuple réunionnais en a besoin. Et nous, on se bat pour eux, et surtout, je le répète, pour les plus, pas démunis, mais les moins riches, on va dire, qui ne peuvent que rester ici pour se faire soigner. On va déborder de 2 minutes déjà. Trop bavard. Qui nous a imparti. Merci Catherine Go, merci à Isaline Tron et merci à Eric Spartondon de la Fédération autonome de la fonction publique hospitalière de La Réunion. En tout cas, ça a permis de connaître un petit peu ce qui se passe de manière d'un peu plus précis, un peu plus clair, un peu plus précis. Merci pour toutes ces précisions et ces informations. On va bien sûr vous inviter lorsque vous pensez que c'est le moment de venir dire aux Réunionnais ce que vous pensez sur l'hôpital. Merci donc pour toutes ces informations.